sama càmmiñ dalal jàmm ak salaam. Nitienu. Newongo. Bere. Audanse. Vous écoutez Kisigi, le podcast de l'Afrique par les Africains. Je suis Elisabeth. Aujourd'hui, je reçois Zamblé. Né dans la région parisienne, le premier contact de Zamblé avec son pays d'origine se fait à 20 ans. Il sait à ce moment que c'est là qu'il a envie de faire quelque chose. Il lui faudra 21 ans pour passer le cap, mais entre-temps, il lancera des entreprises sur place et apprendra du terrain. Ingénieur en maintenance industrielle de formation, il passe plus de 10 ans dans une société américaine spécialisée dans la fabrication de composants électroniques haut de gamme avant de se lancer sur le continent. Il est aujourd'hui directeur général d'une entreprise qui, en partenariat avec le ministère de la Santé, fabrique des médicaments à base de plantes. J'ai contacté Zamblé en envoyant un message Facebook à une association qui s'appelle Repat Mali. Et c'est naturellement que nous commencerons donc le podcast par le biais de l'engagement associatif de Zamblé, cette association qui aide ceux qui reviennent à s'implanter. Parce que au-delà, dans mes podcasts, d'interroger les gens et d'entendre parfois leurs difficultés, j'avais à cœur d'interroger des personnes qui sur place aidaient justement ceux qui revenaient à pouvoir s'implanter. Nous avons prévu un live avec Repat Mali. La date sera communiquée ultérieurement pour pouvoir justement répondre à toutes les questions que vous pourrez avoir. Je suis d'ailleurs à la recherche d'autres associations du même type dans d'autres pays africains. Si vous en connaissez, vous pouvez me les indiquer. Je vous souhaite une bonne écoute. N'hésitez pas à me faire un retour et bien sûr à partager cet épisode. J'ai des frères et sœurs qui sont tous en Europe et pour l'instant aucun n'a le projet de rentrer. Mais j'ai beaucoup d'amis qui ont le projet de rentrer. J'ai énormément d'amis qui ont le projet de rentrer. Je suis beaucoup sollicité par des gens qui m'appellent pour j'ai un projet, qu'est-ce que t'en penses? Je vais rentrer au Mali, je vais faire ci, je vais faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Je suis beaucoup sollicité pour ça. Là aujourd'hui, tu es dans une association qui s'appelle Repat Mali. On va parler de l'association dans un format différent. Mais concrètement, sur place aujourd'hui, vous facilitez quoi pour ceux qui reviennent? Moi, quand j'ai connu j'ai tout de suite, j'ai aimé l'association a été créée avant que moi j'arrive au Mali. Donc tout de suite, j'ai suivi cette association. Pourquoi? Parce que de mon parcours, j'aurais voulu être accompagné pour tout ce qui est démarche administrative, pour tout ce qui est conseil. Souvent, les gens ont des problèmes de chercher de logement parce que quand tu viens de l'Europe et que tu viens ici, c'est différent. Donc, les gens ont des besoins. Souvent, les gens envoient des messages. Ah, je cherche un appartement, je cherche une location. Les gens savent pas forcément où habiter, quels quartiers sont les plus accessibles. Les gens ont besoin de faire des démarches, comment faire telle ou telle démarche. Les gens ont besoin de conseils, des gens qui sont déjà arrivés, qui ont un peu d'expérience. Donc, c'est vraiment là où l'association est utile. Les gens arrivent, certains débarquent des fois. J'ai vu des gens se lancer comme ça du jour au lendemain. Et quand ils arrivent, après, ils sont perdus. Ils sont vraiment perdus parce que c'est un autre monde. Les choses ne sont pas faites de la même façon. Et ils ont vraiment besoin de conseils. C'est là où l'association intervient. Conseiller les gens, surtout un partage d'expérience. L'association, elle existe depuis quand? Depuis 2018. Depuis 2018, vous avez créé cette association. Et il y a beaucoup de gens que vous avez vus arriver et repartir. Il y a des départs. On va dire la majorité reste, mais il y a eu des départs. D'accord. On a vu des gens partir. Et donc, vous donnez des cours. Pardon. Oui. Je te laisse finir, pardon. Non, je disais que beaucoup ne tiennent pas la période. Souvent, on parle d'une période au Mali des 3 premières années qui sont un peu les plus difficiles. Et certains ne tiennent pas pour X raisons, certains abandonnent et ils rentrent. Mais la majorité de ce que moi j'ai vu sont restés. Mais c'est rassurant déjà si la majorité arrive quand même à s'adapter après la période de 3 ans. Qu'est-ce que tu as fait comme études et dans quoi tu travaillais avant de te lancer? D'accord. Donc moi j'ai une formation d'ingénieur en maintenance industrielle. Pour mon parcours, j'ai travaillé pendant 10 ans dans une société américaine, une société qui est dans le semi-conducteur, donc c'est la fabrication de composants électroniques haut de gamme. Donc moi j'étais basé en région parisienne
Bon, j'ai eu l'occasion de voyager, de travailler aussi aux États-Unis, à Burlington, dans le Vermont, et un peu dans quelques d'autres pays en Europe, comme la Belgique. Donc, j'ai eu cette activité-là pendant 10 ans. Après, j'ai quitté cet emploi-là, parce que j'avais décidé, en gros, de me tourner vers l'Afrique, et surtout, j'avais pas envie de travailler en Europe, de travailler pour quelqu'un. Donc, j'avais envie de me mettre à mon compte et de me tourner vers l'Afrique. Donc, j'ai créé une structure. Commencé par faire un peu de matériel informatique. Ensuite, j'ai eu une opportunité pour l'éclairage LED. J'ai piloté donc la vente d'éclairage LED pour un fabricant d'éclairage LED en D'accord. France et après au Mali. Ok. Tu m'as dit que tu étais rentré à 41 ans parce que tu es né en C'est ça. France. Oui. Quel a été le déclic pour toi? Donc le déclic, moi, m'est venu il y a très longtemps. Moi, je suis venu au Mali très tard. La première fois que je suis venu au Mali, j'avais 20 ans. Et c'est là où je me suis dit, un jour, il faudra que je vienne faire quelque chose ici. Mais après, bon, les choses de la vie ont fait que j'ai fini mes études, j'ai travaillé, fondé ma famille, il y a eu pas mal de choses. Donc, je suis pas venu tout de suite. Et après, j'ai eu aussi un parcours où je faisais beaucoup d'allers-retours entre la France et le Mali. Entre 2006 et donc 2018, mon arrivée ici. J'étais vraiment à cheval entre le Mali, la France et le Mali. Donc, c'était beaucoup, au départ, c'était 2 semaines tous les 3-4 mois. Et à la fin, c'était des voyages de 2-3 mois. Oui, j'ai un peu mis du temps à sauter le pas parce que j'avais aussi une activité en France. Au bout d'un moment, je me suis dit non, faut que je me lance, puis je me suis lancé. Mais c'est vrai que ça a mis un peu de temps. Comment tu t'es senti pour te dire, dès cet instant-là, c'est-à-dire le premier contact à l'âge adulte, tu t'es dit, c'est là où j'ai envie de revenir? J'avais déjà ma petite idée de l'Afrique, malgré que j'étais jamais venu. Mais j'ai beaucoup aimé le Mali. Quand je suis venu, j'ai eu un déclic. J'ai aimé le Mali, la façon de vivre, les gens, même ne serait-ce que la ville. Et j'ai senti qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Donc je me suis dit pourquoi pas revenir, pourquoi pas faire quelque chose ici, avec les compétences que j'aurais acquis après avoir fini mes études. Et donc j'ai eu cette envie. Après, je savais pas comment ça allait se faire, si ça allait vraiment se matérialiser. Mais c'est vrai que j'ai eu cette réflexion lors de mon premier voyage. Quelle était ta Oui. relation pendant ton enfance avec le pays d'origine? Mes relations, moi déjà, j'avais pas la langue parce que malheureusement, mes parents nous ont pas appris. Ils parlaient entre eux, mais nous parlaient que français. Donc, je n'ai pas eu la chance d'apprendre la langue. La langue, je l'ai apprise plus tard de moi-même. Dans mes allers-retours, c'est là que j'ai appris à parler le bambara. Sinon, je parlais pas, je parlais aucun mot de bambara. Donc, ça m'est venu après dans mes voyages. Mais c'est vrai que ils nous parlaient très peu, quasiment pas du Mali. La seule relation qu'on avait ou qui nous parlait de mes souvenirs, c'est qu'on avait des oncles et des tantes après qui sont venus en France. Et c'est eux qui nous parlaient plus du Mali aussi. Bon, on a souvent, quand on a grandi en région parisienne, il y a beaucoup de jeunes d'origine malienne, sénégalaise, burkinabé, un peu ivoirienne, un peu de toute l'Afrique de l'Ouest. Donc souvent c'est les amis qui eux ont eu la chance de faire des voyages plus jeunes, ou aussi des fois il y a des gens de leur famille, des cousins ou des parents qui viennent avec qui on échange un peu et on a quelques informations. De la découverte finalement à l'implantation définitive, comment tu as fait le process? La découverte s'est fait après, c'était vraiment voir ce qu'il y a à faire, les opportunités. Donc je venais, je faisais des connaissances, je rencontrais des gens, je regardais, j'analysais un peu ce qui se passait, le marché, et puis surtout j'essayais de m'imprégner de la culture malienne, de voir un peu comment se font les choses, parce que quand on a grandi en Europe, on a souvent des idées, mais sur le terrain c'est très différent. Donc je voulais connaître un peu le Mali, ses particularités, comment ça fonctionne. Donc c'est pour ça que j'avais la chance aussi d'avoir pas mal de temps libre par rapport à mon activité, qui me permettait de voyager beaucoup. Et donc je mettais ça à profit pour venir. Donc le déclic après, on va dire, je pense pas que j'étais forcément prêt à venir, mais bon, je me suis dit le temps file, il faut que je saute le pas, donc j'y vais. Sinon j'étais peut-être si vraiment j'avais analysé, j'aurais peut-être dû attendre encore un peu, mais après je me suis dit non, les opportunités c'est maintenant, les choses vont vite. Il faut que je fonce. Donc, je me suis décidé et puis j'ai sauté le pas. Comment ça se passe finalement au niveau familial? Est-ce que l'épouse est OK pour suivre? Finalement, pas tant que ça, il va falloir la convaincre. Oui, bon, c'est pas forcément évident.
Dans mon cas, moi, ma femme est née au Mali. Elle Mhm. est née, elle a grandi au Mali. Donc elle après notre mariage, elle est venue s'installer en France avec moi. Et donc après, elle a fait le chemin inverse, mais bon, clairement, elle m'a suivi. Parce que bon, c'est un peu la mentalité des Africains ou des Maliens surtout, c'est un peu l'idée de s'installer en Europe pour avoir une meilleure vie. Donc les gens, souvent, ils ont un peu du mal à comprendre. C'est souvent le problème des parents. Beaucoup ont vécu ça, où Mhm. les parents, qui ont quitté l'Afrique pour aller s'installer en Europe pour avoir une meilleure vie, ils ont du mal à comprendre que nous, on puisse faire le chemin retour. Donc souvent, ça les choque un peu. Parce que eux, bon là, je pars un peu sur les parents, c'est un peu différent, mais eux, ils se disent, ils ont des fois une vision de l'Afrique une vision qui n'est pas, qui est ancienne. Où à l'époque, il y avait beaucoup plus de difficultés, c'était un peu moins évolué, il y avait pas grand chose, et les choses bougent aujourd'hui. Donc ils ont un peu du mal à comprendre. C'est un peu Ouais. paradoxal ce que tu me dis là, en sachant que les parents, il y en a beaucoup aussi qui travaillent justement pour construire leur retraite au pays. Donc, Ouais. le fait que eux, ils construisent le fait qu'ils vont y revenir pendant leurs vieux jours et qu'ils comprennent pas que les jeunes qui sont nés en Ouais. Europe, qui ont grandi là, qui ont parfois un bon parcours, un très bon parcours d'ailleurs, veulent y revenir, ils le comprennent pas, qu'on ait le même besoin finalement que de revenir. Oui, oui, c'est vrai. Moi, pour mon cas, je gagnais bien ma vie, j'avais pas des soucis financiers, donc c'est pas un choix où ils vont se dire, bah, il gagne bien sa vie, il s'en sort bien. Pourquoi il va rentrer en Afrique où souvent il y a des a priori en se disant en Afrique c'est difficile, les gens vivent mal, les gens sont mal payés, les gens ont des petits salaires. C'est vrai que c'est un peu difficile pour eux de comprendre ça. On vient pas là, on vient pour apporter sa pierre à l'édifice, mais on vient pas là forcément pour entre guillemets souffrir. Après, on est là pour faire des sacrifices, pour apporter ce qu'on a apporté. Et c'est vrai que les parents, ils ont beaucoup de mal à comprendre. Donc il faut les rassurer, et puis même régulièrement quand on les appelle, souvent ils nous disent ça va, tout va bien. On sent qu'ils sont un peu inquiets. Est-ce que tu as pu trouver finalement sur place ce que tu étais venu chercher? Moi, je regrette pas. Je regrette pas d'être venu. Mhm. Si c'était à refaire, je l'aurais fait plus tôt. D'accord. Ce que je suis venu chercher, c'est des opportunités, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, apporter ma pierre, avec toute humilité, apporter ma pierre à l'édifice, mes compétences, Mhm. et pouvoir construire quelque chose. Mhm. Parce que ce que je dis toujours, c'est que, enfin, l'impression que j'ai eue de mes expériences professionnelles, en Europe, il y a ce que moi j'appelle le plafond de verre. C'est qu'il y a un moment où nous, jeunes d'origine africaine, on va être limités. Il va arriver un moment où on va être limité parce que pour plein de raisons, on va être bloqué. Mais ici, c'est le contraire. Même si c'est pas évident, même si il y a certaines difficultés, mais bon, on ressent que il y a des besoins, mais qu'on va pas être limité de ce côté-là. On peut avoir des opportunités que on n'aura pas, Par exemple, moi, quand je suis venu, donc j'étais venu à la base pour m'occuper de mon entreprise, mais on m'a à peine arrivé, un mois à peine après mon arrivée, on m'a proposé d'être directeur d'une usine qui fait des médicaments à base de plantes, Mhm. qui a une convention avec le ministère de la Santé. D'accord. Et c'est quelque chose qu'on m'aurait pas proposé si j'étais resté en Europe. C'est vrai. Je vais revenir un peu sur le parcours du retour. Tu rentres pour faire des rencontres, pour te créer un réseau. Mais qui Ouais. t'introduit? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est les réseaux d'amis que tu t'es construit et qui te permet d'avoir les bons réflexes? Donc moi, au tout départ, quand j'ai commencé à venir, Mhm. on va dire, ça a été un petit peu la famille qui m'ont présenté, deux, trois personnes. Mais Mhm. après, je me suis fait mon propre réseau. C'est vraiment après de connaissance en connaissance. Bon, après, l'Afrique, pour ça, c'est un des avantages de l'Afrique, c'est que le réseau, c'est ce qui fonctionne, mais les gens sont très ouverts. Les gens sont très ouverts. Je sais qu'au Mali, on peut rencontrer certaines personnalités. En Europe, on pourrait même pas espérer approcher. Mais après, c'est vrai que mon réseau, je me le suis fait vraiment tout seul, en rencontrant des personnes qui m'ont permis de rencontrer d'autres personnes et de fil en aiguille, je me Mhm. suis fait mon réseau. La famille, ça a été vraiment au tout début, Mhm. mais je suis vite parti moi-même sur mon propre réseau, pour créer mon propre réseau. D'accord. Et ta femme, elle s'est complètement adaptée, elle regrette pas non plus, tu penses? Ça a été plus difficile, étrangement, ça a été plus difficile pour elle que pour moi. Je me suis adapté plus facilement. Elle qui est née ici, qui a grandi ici, ça a été un peu plus compliqué pour elle de rentrer que moi.
Pourquoi socialement ça a été plus difficile ou professionnellement? Socialement, c'est un peu, enfin, de ce que moi j'ai constaté au Mali, souvent dans la mentalité des gens au Mali, quand tu pars en Europe, tu pars pour avoir quelque chose, pour être, devenir entre guillemets quelqu'un, parce que dans la tête des gens en Europe, on gagne bien notre vie, tout le monde est bien payé, il y a des aides, il y a plein de choses. Et rentrer au Mali, c'est mal perçu. C'est mal perçu parce que c'est un peu perçu comme tiens, tu étais là-bas, tu avais tout, t'es revenu, c'est un peu tu n'es pas courageux. Pourquoi tu es revenu ici, il y a rien, alors que là-bas il y a tout. Donc c'est vraiment des idées reçues alors que c'est complètement faux, mais donc c'est un peu mal perçu pour le peu qui rentre de retourner après avoir vécu une expérience en Europe. Ok. C'est ce que moi j'ai ressenti en tout cas. Ouais. Moi, au Mali, il y a beaucoup, la pression sociale est assez importante. Donc souvent la famille attend ce que tu fasses certaines choses et si tu rentres, bah, il faut que tu continues à faire ces choses comme si tu étais toujours à l'extérieur. Ok. Donc Bah, les j'espère gens que... sans s'en rendre compte, ils ne vont pas te faire de cadeaux en te disant tu es là maintenant, tu étais là-bas, tu n'as pas changé tes habitudes. On va rentrer dans les conseils. Quels sont pour toi les Ouais. indispensables pour mener à bien une affaire sur place, pour pouvoir revenir s'implanter? Les indispensables pour moi, c'est déjà ne pas arriver avec des idées reçues. Parce que j'en ai vu beaucoup arriver ici en se disant je vais faire telle ou telle chose avec des idées reçues. L'Afrique, c'est pas l'Europe, ce sera jamais la même chose. Donc beaucoup arrivent avec en essayant en ayant entre guillemets un business plan calqué sur l'Europe, mais ici il faut vraiment s'adapter. On va pas refaire le monde, on va pas refaire l'Afrique. Il y a des choses qui marchent, qui peuvent marcher, qui ont marché, des choses qui ont été prises d'Europe, qui sont venues ici, qui ont très bien marché. Mais il faut vraiment l'adapter au contexte africain, parce que le contexte est vraiment très différent. Il y a vraiment des choses qui ne vont pas passer et des choses qu'il faut actualiser. Après, rester, je pense, humble. Il y a des gens compétents en Afrique, très très compétents. J'en ai vu certaines personnes arriver en se disant ah bah je vais arriver, les gens ne connaissent rien, je vais pouvoir m'implanter, faire ça ou ça c'est complètement fou. Faut quand même garder un minimum d'humilité. On apprend ici aussi. Moi j'ai beaucoup appris ici aussi de certaines personnes. Et ensuite surtout la résilience. Faut être très résilient et très persévérant. Les choses ici, des fois, peuvent prendre du temps. Il faut vraiment savoir prendre sur soi, savoir prendre des coups et encaisser. Et puis, c'est pas évident, en tout cas. Celui qui n'est pas prêt à faire certains sacrifices, ça va être très difficile. D'accord. On entend beaucoup parler d'arnaque. Beaucoup de gens ont peur. Quand on parle d'Afrique, on parle d'arnaque, des gens où on va se faire rouler. En Europe, on se fait rouler aussi, hein. Est-ce que toi, tu penses que tu t'es fait arnaquer à certains moments? Non, je ne me suis pas fait arnaquer. Après, on entend beaucoup d'histoires d'arnaques, surtout les histoires sur le fond, en tout cas sur le Mali, beaucoup d'arnaques sur le foncier, des gens qui achètent des terrains et qui se font arnaquer. Je pense qu'il faut être vigilant. Effectivement, il y a des arnaques, hein. Il y a des arnaques, des gens qui profitent, mais je pense qu'il faut être très 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 vigilant. Il faut être très vigilant, faut faire attention avec qui on fait des affaires, il faut faire attention parce que c'est vrai qu'il y a des arnaques. Après, souvent les gens arrivent avec des idées reçues et ne font pas très attention. Et souvent les gens se fient à la famille. Et malheureusement, on a vu beaucoup de cas où c'est la famille qui a causé du tort. Donc, il faut... Okay. J'entends beaucoup dans les différents podcasts que les gens rentrent pour eux déjà parce qu'ils cherchent une meilleure qualité de vie. Oui. Ils cherchent à être dans un environnement qui leur ressemble un peu plus, même s'ils sont nés ailleurs. Mais surtout, ils ont envie d'apporter leurs connaissances, ils ont envie d'apporter à améliorer les choses. Oui. Et moi, j'aimerais savoir comment, toi, à ton niveau, tu as fait pour pouvoir travailler avec ceux qui sont sur place. Moi, j'ai voulu dans le secteur industriel. Et malheureusement, un des soucis de l'Afrique, c'est qu'il y a des grosses lacunes de ce côté-là. Il y a très peu d'industrie, surtout au Mali où il y a très peu d'industrie. Donc, j'ai tout de suite constaté que les gens ne sont pas formés, les gens ne maîtrisent pas le secteur industriel. Donc, il faut vraiment tout mettre en place
leur faire comprendre le fonctionnement d'une industrie, le process, tous les différents process. Il y a vraiment énormément à mettre en place. Donc c'est là où moi j'ai pu apporter mon expérience, mon expertise, parce que les gens, tous les gens avec qui j'ai travaillé, les employés avec qui j'ai travaillé n'avaient aucune expérience dans l'industrie. Donc il a fallu former, ne serait-ce que pour la maintenance, les techniciens qui vont assurer la maintenance, les former, parce qu'ils ont des formations assez limitées et quasiment pas d'expérience, en tout cas sur certains secteurs de l'industrie. Donc il faut vraiment former les gens, prendre le temps de leur faire comprendre pourquoi telle ou telle procédure, pourquoi travailler de telle ou telle façon. Après, c'est dans tous les domaines, hein. Il y a souvent un manque de rigueur aussi. Il faut apprendre aux gens la rigueur, à travailler avec rigueur, travailler avec avec de la constance aussi. Le travail en Afrique, c'est pas comme en Europe. C'est vraiment différent. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un va vous dire, je viens pas travailler parce que j'ai un baptême. Mais en Europe, tu vas pas dire à ton patron, je viens pas travailler parce que j'ai fait un baptême. Mais comment toi tu gères ça? Bon, il faut leur faire prendre conscience que voilà, vous travaillez dans telle entreprise et dans cette entreprise, voilà, les conditions, c'est ça. Après, il y a des moments où il faut être dur. Faut être dur pour que les gens comprennent que, là, si on suit pas ce qu'il nous fait, là, ce qu'il nous dit, on va perdre notre emploi. Mais, moi, je vois souvent les gens, une petite anecdote le matin qu'ils arrivent au bureau. Ils arrivent à l'usine à 8 heures et puis ils s'assoient tranquillement dans un coin, ils sortent leur pain et ils commencent à prendre leur petit déjeuner. C'est habituel ici, mais en Europe, tu prends ton petit déjeuner à la maison et quand tu arrives au boulot, tu viens pour travailler, quoi. Tu fais pas une pause d'1 heure alors que tu n'as pas commencé ta journée de travail. Donc, il y a beaucoup de travail, quand les journées sont longues, et une usine, faut que ça tourne constamment. Ouais. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit que il a fallu que lui, il accepte que quand il y a minimum 50% des gens qui viennent pas travailler. dès qu'il pleut, les gens, tu dis ça naturellement, quoi. Ah, il pleut, mais oui, effectivement, les gens, quand il pleut, il y a plus de 50% des gens qui vont arriver en retard. Après, faut aussi s'adapter aux réalités, parce que c'est vrai que, bon, pour le cas du Mali, les gens se déplacent souvent en moto, les routes sont mauvaises, et c'est vrai que dès qu'il pleut, c'est compliqué. Les gens en moto, pour se déplacer sous la pluie, c'est compliqué, et puis les routes sont mauvaises, il y a des trous un peu partout c'est difficile de se déplacer. Donc, il faut s'adapter. Donc là, aujourd'hui, non seulement t'es chef d'entreprise, mais en plus de ça, t'as la tête d'une usine, c'est ça? C'est ça, oui. Ok. Aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que tu penses tu pourrais incarner pour un jeune qui voit ton parcours? Oui. Qu'est-ce que tu penses qu'il pourrait retenir de ce parcours-là? De ce que je vois, souvent les gens sont surpris. Bon, moi, je suis quelqu'un, j'interagis souvent avec les gens, je discute beaucoup avec les gens à droite à gauche. Et les gens, quand ils me rencontrent, ils me disent, ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Et donc, quand je leur explique mon parcours et que je leur dis, oui, ben, moi j'ai vécu en France, j'ai des diplômes, j'avais une bonne situation, je suis là aujourd'hui. Je pense, à mon avis, ce que je peux incarner, c'est que il y a des choses à faire en Afrique, parce que j'ai la double nationalité, partir en France ou en Europe, c'est pas un souci, c'est juste un billet d'avion à prendre, j'ai pas besoin quasiment de visa ou de, et malgré tout, je suis là. Donc les gens beaucoup se disent, ah mais tiens, si avec toutes les possibilités qu'il avait, il est venu ici, ça fait beaucoup réfléchir les gens. D'accord. Ils se disent que finalement, il y a peut-être des choses à faire ici. On peut avoir beaucoup de diplômes et être utile ici. C'est ça. D'accord. Moi, ça me fait des fois, je me dis, peut-être qu'il y en a un qui va éviter de prendre la mer parce que à cause de la discussion que j'ai eu avec lui. Ouais. En toute humilité encore une fois, mais c'est vrai que ça m'arrive de discuter avec des jeunes et au final, ils ont beaucoup réfléchi en se disant, ah oui, peut-être que je vais rester ici, je veux voir ce que je peux faire. J'entends beaucoup de jeunes aussi qui disent que c'est le manque c'est comme s'ils voyaient pas de lendemain, parce qu'on a l'impression que pour un stage, il faut connaître quelqu'un, pour un travail, il faut connaître quelqu'un d'encore plus haut, et que tout est finalement imbriqué dans ce sens-là, et ce qui rend les choses un peu désespérantes.
C'est vrai que en Afrique, il y a ce côté où il faut connaître les gens. Ça, c'est bon, ça a des côtés positifs, mais aussi négatifs. Mhm. C'est positif quand tu connais quelqu'un qui peut te donner une opportunité, qui peut te faire, qui va te trouver un emploi, mais quand tu n'as pas ces compétences et ses connaissances, pardon, c'est le côté négatif de tout ça. Et beaucoup de gens qui issus de familles pauvres ou qui n'ont pas de connaissances le subissent. Comme tu as dit, ils vont faire des concours pour pouvoir trouver de quoi avoir un petit salaire, assurer leur vie jusqu'à la retraite. Mais souvent, c'est pas évident. Et ce qui manque vraiment ici, c'est l'espoir. Souvent, les gens n'ont pas d'espoir et se disent, ce qui fait que beaucoup vont se jeter à la mer en se disant, malheureusement, j'ai pas d'espoir, autant y aller, tenter ma chance, et peu importe ce qu'il y a derrière. Mais c'est vrai que ce côté, c'est, je le vois, hein. J'ai encore vu un jeune, il y a, avant-hier qui m'a dit qu'il va faire un concours, de la fonction publique parce qu'il n'avait pas d'opportunité. Il s'est dit, je vais voir si je peux trouver quelque chose comme ça. C'est malheureux. C'est vrai. Je pense qu'ils ont besoin de modèles de réussite, des gens qui ont réussi sans forcément connaître quelqu'un, qui se sont fait des self-made, comme on dit, qui se sont fait tout seuls et sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour dire tiens moi aussi pourquoi pas moi. Et c'est là où je pense que les échecs sont importants parce que c'est une des raisons pour laquelle j'ai lancé ce podcast-là, c'est d'avoir l'expérience pour pouvoir inspirer des gens. Parce que moi, quand on me parle d'Africains qui inspirent, on va rapidement me citer Dangote et tous ces gens-là. Et surtout, c'est des gens qui se sont construits depuis plus de 30 ans. Donc leur expérience dans le monde d'aujourd'hui, dans lequel moi je suis, je peux juste regarder leurs interviews, regarder tout ça, mais je ne sais pas comment ils vont m'inspirer pas à pas pour que je puisse finalement trouver moi-même mon chemin. Et ces gens-là sont pudiques aussi par rapport à leurs échecs. Mais c'est vrai que les échecs font partie de la vie et il faut juste apprendre à se relever. Tout le monde échoue un jour ou l'autre. Et toi, dans ce parcours-là, est-ce que tu as eu des échecs? Est-ce qu'il y a eu des moments de doute, on va dire, ou même d'envie de renoncer? Oui, ça m'est arrivé, hein, ça m'est arrivé. Moi, j'avais créé une première structure au Mali en 2006, je crois. C'était dans le solaire. C'était la fabrication de groupes électrogènes solaires, la commercialisation de groupes électrogènes solaires. Et c'est une structure qui n'a pas marché. Je pense parce que moi, j'étais pas sur place, j'étais encore dans des allers-retours. Et c'est difficile de faire fonctionner un business qu'on n'est pas sur place. J'avais des associés, mais qui avaient aussi d'autres business en même de leur côté. Et la grosse partie du business tenait sur moi et j'étais pas présent constamment. Donc je pense que ça a beaucoup impacté. Et aussi le fait que je pense que c'était un peu tôt pour le solaire. Ça coûtait encore très cher et c'était pas accessible à tout le monde. Donc ça a été un échec parce que la société finalement on a arrêté l'activité. Mais bon, j'ai continué sur autre chose. Et le solaire aujourd'hui, tu ne le fais plus du tout? Non, plus du tout. D'accord. Ok. Là, tu viens de parler de partenariat. Comment on choisit ses partenaires sur place? Ah, ça c'est difficile. Bon, dans toute activité, je pense même à l'étranger, c'est difficile de faire des partenariats parce que il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. S'associer avec quelqu'un, c'est pas forcément évident. Des fois, il y a les caractères qui vont faire que ça va pas fonctionner. Des fois, il y a les compétences, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment difficile. Et puis, ça part au début, tout le monde est d'accord, tout le monde est motivé, mais quand il y a des difficultés, c'est autre chose. Donc, c'est difficile. Moi, j'ai vu des cas ici où des gens qui ont fait des partenariats, qu'ils ont monté des sociétés, ça n'a pas marché parce que les gens sont pas compris, tout simplement. Et, c'est difficile. Après, le partenariat qui peut être intéressant, c'est des partenariats avec des logos qui ont une connaissance du terrain. Mais il faut réussir à s'entendre parce que les mentalités sont différentes. Le parcours est différent. Les aspirations sont des fois un peu différentes, donc il faut réussir à s'adapter. Les gens sont flexibles. Il faut beaucoup de flexibilité en tout. Bah super. Je pense qu'on arrive à la fin. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire à laquelle j'ai pas pensé? Non, je pense qu'on a fait le tour. Ouais.
ce qu'on a fait. Merci beaucoup. Ok, merci à toi. Bonne soirée. J'espère que ça n'a pas été trop long pour toi et ta famille. Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Nous arrivons à la fin déjà de cet épisode avec Zamblé, que je remercie. Merci de l'avoir écouté, j'espère qu'il vous sera utile. Vous pouvez faire un tour sur la page Facebook de Louis-Pat Mali dans le lien en descriptif. Merci de me faire savoir si cet épisode vous a plu sur Facebook ou Instagram et n'oubliez pas de le partager, il pourrait être utile. Je vous dis à la semaine prochaine.